Ciao cari amici, buonasera, Gobi Juventini, bienvenue sur la Gazette Bianconera. Hier, petit jour d'absence, beaucoup de travail. Franchement, j'avais la tête farcie et sincèrement, il n'y avait rien d'extraordinaire à annoncer hier soir. Donc je reviens aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques petits mouvements, quelques petites secousses dans le monde de Juventus. Voilà, donc je vais le partager avec vous. La première chose, c'est que j'aimerais bien vous faire un petit retour à froid du match contre Parme et ma petite analyse personnelle. Ensuite, savoir ce qu'il s'est passé dans les vestiaires, les petites fuites qui sont sorties de l'après-match entre Tudor et ses joueurs. Et enfin, on va parler un petit peu finance. Voilà, donc en attendant de développer ces sujets, je vais vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager et à activer la petite clochette de notification pour recevoir les notifications en temps réel. Voilà, donc première chose, petit retour sur le match de Parme. Alors, le match de Parme, je vais parler sur deux aspects, sur le terrain et sur le banc. Et je vais commencer sur le banc, parce que Igor Tudor, on le connaît maintenant, pas seulement à la Juventus, mais quand il était à Vérone, quand il était à Marseille, quand il était à la Lazio. Il est quelqu'un un peu à l'image d'Antonio Conte. Il est quelqu'un de très dynamique, qui porte son équipe, qui vit vraiment le match. Et je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les images du match de Parme, mais il avait l'air un petit peu abattu, voire désabusé. Et comme vous savez, le message qu'il lance sans arrêt à ses joueurs, c'est on travaille bien la semaine et le week-end, je veux voir ce qu'on a fait la semaine sur le terrain. Et quand on voit la première mi-temps qu'ont fait les joueurs de la Juventus à Parme, où on a revu beaucoup de schémas, où ça ronronnait, ça jouait doucement, ça ne bougeait pas. Il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, je pense que il a vécu, comme on dit, un petit moment de solitude. Je pense qu'il a été un petit peu désabusé, un peu surpris de façon négative de l'état d'esprit des joueurs dans ce match. Et donc là, je vais glisser sur le terrain. Et en glissant sur le terrain, je vais faire un petit passage par rapport à la direction. Je peux comprendre que l'entraîneur ou la direction ou le directeur sportif ou l'ensemble des trois, enfin je ne sais pas où sont prises les décisions. Par contre, ce qu'on peut observer de façon très factuelle sur le recrutement de cette année, c'est que tous les joueurs à fort caractère ont été exclus de l'équipe. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de rébellion contre l'entraîneur, contre la structure, contre le club, ça obéit, ça agit, ça fait ce que ça peut. L'inconvénient, c'est que sur le terrain, s'il n'y a pas des leaders, s'il n'y a pas sur le terrain des joueurs capables de prendre les copains, les autres joueurs par le col du maillot et de leur dire maintenant tu vas y aller, maintenant il faut aller comme ça. Il est dit dans le milieu du football professionnel, quand on écoute les plus grands entraîneurs, qu'il faut, entre guillemets, un entraîneur en défense, un au milieu de terrain. Des joueurs qui sont vraiment capables de tirer l'équipe, d'organiser, de les sortir quand c'est en mode de léthargie, de les secouer quand ça ne va pas, de les féliciter quand ça va, et qui sont un petit peu la courroie de transmission de l'entraîneur. Force est de constater qu'aujourd'hui à la Juventus, nous n'avons pas ces joueurs. Du coup quand l'équipe est grippée, quand le circuit est grippé, je ne vois aucun joueur qui a cette force de tempérament, ce caractère de sortir les tripes et de sortir l'équipe de sa léthargie. Et là, je pense que pour un entraîneur, surtout comme Igor Tudor, je pense que là, il a touché du doigt à un problème qu'il avait sûrement vu, mais là, il l'a pris de pleine face et il a vu un peu que les 3 semaines ou le petit mois de travail qui ont été faits, un peu l'impression qu'on est reparti à zéro là. Donc, je pense qu'en vouloir aux joueurs n'est pas forcément la solution. J'entends parler, oui, ils sont payés des millions, des machins, des tatatis, ils sont gâtés. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec tout ça. Mais on ne change pas quelqu'un. Et la personne qui est responsable de ça, c'est sa personne qui l'a recruté. On ne peut pas recruter un poisson et lui demander d'être un singe. C'est pas possible. Si on veut un singe, il faut recruter un singe. Si on veut des hommes de caractère, il faut recruter des hommes de caractère. Et si par contre les hommes de caractère, ceux qui sont entre guillemets choisis pour ça, ne font pas le job sur le terrain, alors là je dis oui.
Mais on voit bien, depuis le début de l'année, on a une équipe, ce sont des agneaux. J'ai jamais vu de révolte pendant un match. Jamais. J'en ai pas vu. Les matchs les pires, j'ai vu aucune révolte, aucun joueur qui est venu casser la ligne, qui est venu dire aux autres, maintenant ça suffit, stop, on change ça, qui prend le ballon, qui va percuter, qui va créer quelque chose, qui va donner envie aux autres de le suivre. Je ne l'ai pas vu depuis le début de l'année. Et là, je pense que Igor Tudor, c'est mon humble avis, hein, il a subi une sorte de déception par rapport à ça. Donc du coup, dans les vestiaires, je pense qu'il a dû exprimer sa colère et sa frustration et sa déception parce qu'il connaît le poids de chaque match pour la Juventus, les conséquences pour le club, les conséquences d'aller ou pas en Champions League, les conséquences pour sa propre carrière, n'est-ce pas? Parce que lui aussi, il joue gros avec la Juventus. Donc apparemment, dans les vestiaires, après le match, ça a pas mal secoué quand même. Et je pense que c'est normal parce que les joueurs n'ont pas fait le job, tout simplement. Ils ont montré quand même autre chose contre Rome, ils ont montré autre chose contre d'autres équipes, ils sont capables de mettre plus d'intensité. Manque de caractère, certain, et je pense qu'il y avait aussi un petit peu de suffisance. Je pense que le match dans leur tête était un petit peu gagné à l'avance. On voit en football ou dans le sport, quand un sportif ne rentre pas sur le terrain avec vraiment l'envie de tout casser, ça se voit tout de suite, et c'est ce qu'on a tout de suite vu avec le premier tir de Locatelli. Il fait un tir, il rate. On n'a pas senti le... Vous voyez, parce que ce but, s'il rentrait, ça changeait peut-être le match. Et quand on tire et on rate un but, on doit s'en vouloir. On doit avoir la rage, on doit avoir envie de récupérer le ballon le plus vite possible, de refrapper et de marquer. Et c'est ce qu'on avait un peu revu les derniers matchs avec la Juventus. Et contre Parme, on n'a rien vu de tout ça. Donc c'est un vrai retour en arrière. On va voir contre Monza, mais même contre une équipe de Serie B, si on ne joue pas avec la détermination de jouer comme contre le Real Madrid, ça peut présager de mauvaises surprises. Voilà. Et le football, pour ça, est intransigeant. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous est au niveau financier. J'ai appris aujourd'hui que Paolo Ardoino, le CIO du groupe Tether, USDT, les stablecoins, donc la crypto-monnaie, un groupe qui pèse des centaines de milliards d'euros, oui, qui avait déjà acheté 8,5% des actions de la Juventus, qui est Tifoso Juventino, l'autre membre du CIO de ce groupe est aussi Juventino, et il émet des messages comme ça, on va dire un peu subliminaux, en ayant 8,5% des actions, ce qui est quand même énorme parce qu'il a le droit de vote, de vouloir s'impliquer dans la politique de la Juventus, de vouloir donner un élan moderne basé sur la technologie et d'amener la Juventus à un niveau exploité au maximum. Sa vision, c'est d'exploiter au maximum le nom Juventus, qui pour lui, aujourd'hui, n'est pas assez exploité dans le monde entier, vu l'aura qu'a ce club au niveau mondial. Et pour lui, il manque une dimension. Et aujourd'hui, il a repris encore des actions, donc le groupe est monté à plus de 10%. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Et c'est la première fois qu'au niveau des médias, il a clairement notifié son intention de vouloir collaborer avec la Juventus pour pouvoir l'amener à un niveau supérieur, au niveau technologique, au niveau sportif. Donc là, je ne sais pas si ce message a été émis en accord avec Exor, avec John Elkann. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers. Par contre, le groupe Tether, qui pèse des centaines de milliards d'euros, s'est clairement positionné sur les rails de la destinée de la Juventus. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un passage en douceur? Est-ce que c'est un passage forcé ou quelque part il veut forcer Elkann à l'écouter, à prendre en considération ses demandes? Je n'en sais absolument rien. Mais là, il s'est clairement positionné, il a mis les cartes sur la table et il a clairement dit qu'il voulait s'impliquer beaucoup plus dans la vie de la Juventus et qu'il était prêt à mettre beaucoup d'argent pour ça. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. C'est quand même une grande nouvelle, ça bouge. Vous le savez peut-être ou pas, mais John Elkann a juré allégeance à la Juventus quand son grand-père Gianni Agnelli est décédé. Il lui a dit « Tu ne vendras jamais la Juventus ». John Elkann a donné sa promesse. On en est là aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, John Elkann est toujours convaincu, toujours dans l'optique de rester majoritaire à la Juventus et de rester le capitaine de cette équipe? Peut-être.
Est-ce qu'il envisage déjà petit à petit de céder du terrain, de se faire dans un premier temps épauler, aider et pourquoi pas un jour transmettre le bébé à quelqu'un d'autre? Je n'en sais rien, je ne peux pas répondre à ça. Un truc est sûr, c'est que ça bouge. Là, ça bouge de façon concrète en termes de finances, puisque plus de 10%, ça devient très très important. Et parce qu'en termes de communication, le groupe Titer a clairement annoncé son intention, sa volonté d'aider la Juventus dans le futur. Voilà, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, donc n'oubliez pas de liker, et je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain, peut-être demain avec mon équipe de foot, on va jouer une finale de challenge, donc je vais partir de chez moi à 7h du matin, je vais rentrer vers 20h, je ne sais pas dans quel état je serai, ou peut-être je vous ferai, tiens, pourquoi pas, un direct depuis le challenge de Nyons avec mon équipe en finale du challenge Vaucluse. Voilà, merci d'avoir été là, bonne fin de soirée et à très vite, ciao ciao.